Charlemagne, aucun autre nom n'incarne autant l'aube du Moyen-Âge européen. Il fut roi des Francs et empereur chrétien d'Occident. Sorti du tumulte du début du Moyen-Âge, il a uni la majeure partie de l'Europe occidentale et centrale et a jeté les bases du monde européen moderne. Charles, dont la légende s'est amplifiée au fil des siècles, était un homme réel, complexe et fascinant. Mécène des arts et de l'éducation, il initia l'essor du savoir, appelé Renaissance carolingienne. Il fut aussi un conquérant féroce qui mena des guerres brutales pour imposer sa domination sur les Saxons, allant même jusqu'à massacrer des milliers de prisonniers saxons lors de l'infâme massacre de Verdun. Il connut des défaites comme des victoires, perdant l'arrière-garde de son armée lors de la célèbre bataille de Roncevaux, où il subit également une tragédie personnelle en perdant son ami et compagnon d'armes, Roland. Il est indéniable que Charlemagne est l'une des figures clés du monde médiéval, et il n'est pas surprenant qu'il soit souvent aujourd'hui considéré comme le père de l'Europe. Dans cette présentation, nous allons explorer la vie et la carrière de Charlemagne. Vers la fin de l'année 753, le pape Étienne III se rendit en France, devenant ainsi le premier pape de l'histoire à le faire. Pépin, roi des Francs, attendait d'accueillir le pape à Poncion. Mais en attendant, il envoya un groupe de cavaliers pour escorter l'évêque de Rome alors qu'il empruntait les routes accidentées et dangereuses. Parmi l'escorte franque de Stéphane se trouvait un grand garçon blond de 11 ans, le propre fils de Pépin, le prince des Franches, Charles. Charles salua le pape avec une grande révérence et Stéphane tendit la main pour bénir le prince et ses hommes. Le pape ne pouvait guère imaginer que le jeune garçon devant lui deviendrait l'un des hommes les plus importants de l'histoire. Charles le Grand, Charlemagne, non seulement roi, mais aussi empereur des Francs, l'architecte de la chrétienté latine médiévale. À cette époque, la France se trouvait à la périphérie de la civilisation méditerranéenne, éclipsée par le grand empire byzantin à l'est et le puissant califat omeyyade qui dominait la Méditerranée. Mais la tribu de Charles, les Francs, montrait déjà des signes de robustesse et de finesse politique. 2 décennies plus tôt, le propre grand-père de Charles, Charles Martel, le Marteau, avec une petite armée de Francs farouches vêtus de peau de loup, avait écrasé une immense armée omeyyade sur le champ de bataille de Tours. À une époque où les armées du prophète semblaient entrevaincre tous les royaumes sur leur passage, les Francs tinrent bon. Ainsi, le prince accueillant le pape Étienne allait inaugurer une nouvelle ère pour l'Europe. La visite du pape avait pour but de demander de l'aide. En Italie, la position du pape était menacée par Aistulf, un chef lombard qui exigeait un tribut des coffres pontificaux et la reconnaissance de son autorité. À Ravenne, le roi Pépin réunit les nobles francs pour décider de la guerre contre les Lombards et défendre le pape. La campagne fut approuvée et le pape, en signe de gratitude, reconsacra Pépin comme roi des Francs et consacra ses fils Carloman et Charles comme ses successeurs. Le pape leur donna à tous les 3 le titre de patricien des Romains, ce qui semble indiquer qu'ils devaient agir en tant que protecteurs spéciaux de l'Église romaine. Cela nous donne une forte indication de la relation qui s'était développée et continuait d'évoluer entre les rois francs et les papes de Rome. Pépin était comparé à David, l'épée de Dieu pour défendre son peuple, tandis que le pape, qui loignait, prenait la place de Samuel, le prophète père spirituel des fidèles. En août, Pépin remporta une victoire rapide sur Aistulf qui remit Ravenne à la papauté. En octobre, le pape Étienne revint à Rome, mais ses soucis avec les Lombards persistaient. En effet, les papes allaient tendance à continuer à lutter contre les Lombards pendant tout le reste du règne de Pépin. Le 24 septembre 768, Pépin mourut, ayant maintenu son alliance étroite avec la papauté tout au long de son règne. Conformément à la loi franque, le royaume passa conjointement aux fils de Pépin, Charles et Carloman. En 771, Carloman mourut. Les Francs se sont réunis et ont confirmé Charles comme seul souverain du royaume. La veuve de Carloman et ses 2 fils ont fui à la cour lombarde du roi Désidéris, alors que Charles affirmait qu'il ne risquait rien avec lui.
Quoi qu'il en soit, Charles régnait désormais sur l'intégralité du royaume de son père. En 772, il mena une expédition contre les Saxons, qui venaient d'expulser et de presque tuer le missionnaire anglo-saxon, Saint Lebinus. Charles détruisit Hermansol, le bois sacré des Saxons, avec ses trésors et ses sanctuaires dédiés aux dieux. En mai 773, le roi, âgé de 35 ans, tint l'Assemblée nationale des Francs à Genève, dans le cadre magnifique du lac bleu immobile et des montagnes sombres et imposantes. Ici, Charles affichait une allure royale en présidant la réunion de son peuple. Il mesurait plus d'1,80 m, était fort et musclé, vêtu d'une cape bleue avec une épée à poignée dorée à la ceinture. Il avait de grands yeux perçants, un long nez et un cou fort. Il se déplaçait aisément parmi son peuple, figure accessible et paternelle. Il recevait des cadeaux, saluait gracieusement les hommes éminents, discutait avec ceux qu'il n'avait pas vus depuis longtemps. Il montrait respect et courtoisie envers les hommes plus âgés, se détendait et riait avec les plus jeunes et offrait son attention au clergé. Chaque matin, il assistait à la messe et chaque soir, il se rendait aux vêpres. La principale raison de cette assemblée franque remontait à la propre jeunesse de Charles. Le roi proposa une fois pour toutes de prendre des mesures décisives contre les Lombards. En Italie, Désidéris, roi des Lombards, refusa de rendre à l'évêque Adrien les villes promises 16 ans plus tôt à l'évêque Étienne III, mais de plus, Désidéris avait également envahi les terres entre Ravenne et Rome, spécifiquement sécurisées pour le pape par le père de Charles. Seule la menace d'excommunication de l'évêque Adrien dissuada Désidéris d'avancer sur Rome. Au début, Charles chercha une solution pacifique, offrant au roi lombard 14 000 solidi d'or pour les villes italiennes. Le Lombard refusa. Désidérius voulait affaiblir Charles en poussant le pape à sacrer les fils de Carloman, roi franc, légitime. Compte tenu de la situation, Charles obtint facilement le soutien de l'Assemblée franque. La guerre fut déclarée. Le roi Charles lança une expédition italienne de 2 ans. Il espérait qu'en passant l'hiver en Italie, il pourrait éteindre à jamais la défiance des Lombards. À l'été 773, Charles mena son armée à travers les Alpes. Les forces lombardes s'effondrèrent devant lui. Il n'y eut que quelques escarmouches mineures, même pas une bataille. Les villes se soumirent les unes après les autres. Le duché de Spolète rejeta officiellement la suzeraineté lombarde et jura allégeance au pape Adrien. À l'automne, Charles assiégea Pavie, la capitale lombarde, exigeant une reddition totale. Durant la Semaine sainte de 774, Charles alla à Rome. Il entra à pied dans Saint-Pierre en tant que pèlerin et assista à la messe de Pâques à l'église Sainte-Marie. Charles rencontra ensuite le pape pour discuter de la politique future. Le pape exigea que Charles confirme la donation de Pépin. Charles accepta et remit au pape un document à déposer à la basilique Saint-Pierre. En juin, Désidérus fut capturé et emmené en France comme prisonnier, où il mourut. Charles prit pour lui-même la couronne de fer de Lombardie. Au milieu de cette victoire, des rapports dramatiques arrivèrent d'Allemagne. Beaucoup de nobles saxons collaborèrent avec Charlemagne, acceptant des récompenses en échange de leur aide au maintien du pouvoir franc sur le territoire saxon. Cependant, une partie de la classe guerrière saxonne décida de résister à l'occupation franque. Wittichen, chef saxon incorruptible, dirigeait ce groupe. Withakin est devenu légendaire pour sa résistance au règne de Charlemagne. Les Saxons qui vivaient entre le Rhin et l'Elbe, au nord de Cologne, ont lancé des contre-invasions en territoire franc, pillant largement la région. La nouvelle a profondément troublé Charlemagne. Les annales royales franques de 775 décrivent sa réaction. Pendant que le roi passait l'hiver à la villa de Puersy, il décida d'attaquer la tribu perfide et violatrice de traiter des Saxons, et de persister dans la guerre jusqu'à ce qu'il soit vaincu et forcé d'accepter la religion chrétienne, soit entièrement exterminé. Charles marcha immédiatement vers le nord. Les Saxons s'enfuirent devant lui et il lança une contre-attaque en Saxe. Des membres de cette tribu saxonne s'étaient installés en Angleterre depuis longtemps, devenant les anglo-saxons chrétiens. Cependant, les Saxons, dans leur région d'origine ancestrale en Allemagne, restaient attachés à leurs croyances traditionnelles, considérées comme païennes du point de vue des chrétiens.
À l'hiver 775, Charles décida qu'il mettrait fin à son problème saxon. Il décida de conquérir toute la Saxe pour sécuriser sa frontière nord-est. En 775, Charles envahit la Saxe, pénétrant depuis la vallée de la Ruhr jusqu'à traverser la Weser, près de Brême. Le chef saxon Witekind lança une attaque surprise, mais Charles le vainquit et s'empara de 2 forts saxons importants ou bourgs. Pendant 2 ans, Charles retourna chaque année en Saxe, rencontrant en assemblée les chefs saxons, qui lui jurèrent fidélité et offrirent leurs biens en garantie. Beaucoup acceptèrent le baptême, mais ces conversions, faites sous la contrainte pour apaiser le roi Charles, se révélèrent surtout souvent insincères. Les Saxons abandonnèrent surtout à la religion imposée par leurs conquérants dès que l'armée royale se retirait et revenèrent à leur système de croyances traditionnelles. Pendant ce temps, Witiken refusa de participer aux assemblées de Charlemagne et s'enfuit plutôt au Danemark, le pays natal de sa femme. Il avait l'intention de rallier son peuple pour résister à la domination franque. Ceci est un indice précoce que l'âge des Vikings des 9e et 10e siècles, qui a vu de nombreux païens scandinaves envahir des territoires chrétiens en Europe, pourrait avoir été, d'une certaine manière, une réaction à l'expansionnisme de Charlemagne, bien que cette idée reste controversée et largement débattue parmi les historiens. Quoi qu'il en soit, les païens saxons ont eu des interactions avec les Scandinaves, qui partageaient le même panthéon de dieux. La deuxième assemblée de Charlemagne eut lieu en 777 à Paderborn, au nord de l'Allemagne, près de la frontière saxonne-franque. Une fois de plus, Charles apparut triomphant, les Saxons se soumettant à lui ainsi qu'à la religion chrétienne. De plus en plus, Charles a embrassé son statut de dirigeant chrétien le plus important à l'ouest de Constantinople, Charles le Grand, Charlemagne, l'épée de la chrétienté. Il écouta avec intérêt lorsqu'un ambassadeur arriva d'Espagne musulmane, un Maure nommé Suleiman, gouverneur de Barcelone. Au milieu du 8e siècle, des événements dans le monde musulman au sens large eurent un impact dramatique sur la domination islamique en Espagne. Les Omeyyades, au pouvoir depuis 661, furent renversés en 750 par les Abbassides, qui les pourchassèrent sans relâche. Cependant, Abd al-Rahman, petit-fils du calife Hicham, un Omeyyade, échappa aux épées abbassides. Il s'enfuit à travers l'Afrique du Nord, puis établit des contacts avec les partisans de sa famille en Espagne. En août 755, al-Rahman rassemblait une armée et se préparait à établir son pouvoir sur la péninsule ibérique. Cependant, le gouverneur actuel d'Al-Andalus, Youssouf, était sur le point de s'imposer comme souverain indépendant. Il ne comptait pas remettre le pouvoir à al-Rahman. L'affrontement clé se produisit quand al-Rahman marcha avec son armée sur Cordoue. Les 2 rivaux musulmans se sont affrontés en dehors de la ville. Le 15 mai 756, l'armée de Youssouf fut détruite. Abd al-Rahman marcha triomphalement dans Cordoue, où il se proclama émir. L'ère d'un émirat indépendant à Cordoue commença. Bien plus dangereux pour le pouvoir de Cordoue étaient les seigneurs musulmans indépendants dans leurs forteresses frontalières, surtout au nord-est. Les gouverneurs de Saragosse, Barcelone et Gérone avaient longtemps tenté de tenir en échec l'autorité de Cordoue. Ils pouvaient désormais déclarer l'émir rebelle illégitime contre le calife abbasside. Des agents abbassides approchèrent Suleiman, le dirigeant de Saragosse qui accepta de collaborer avec eux. Cherchant d'autres alliés pour renforcer son rejet de la domination omeyyade, Suleiman fit même appel à l'une des grandes puissances chrétiennes de l'époque, Charlemagne, roi des Francs. Suleiman se rendit à Paderborn, où il promit de soumettre Saragosse à la suzeraineté franque. Charlemagne accepta la demande, concentrant ses préoccupations sur l'Allemagne et l'Italie. Mais cela semblait être une occasion de remporter un succès rapide et d'étendre son propre pouvoir. Le roi franc rassembla son armée pour marcher contre les Omeyyades et sécuriser Saragosse pour son allié abbasside. En mai 778, l'armée franque marcha vers le sud et traversa les Pyrénées. Après avoir pris Pampelune, Charlemagne se rendit à Saragosse, mais la ville lui resta fermée. Hussein ibn Yahya, lieutenant de Suleiman chargé de la ville, revint sur ses conditions et choisit de résister. Les Francs. Bien que l'armée de Charlemagne ne fut pas équipée pour un long siège, les Francs tentèrent tout de même d'attaquer la ville. Saragosse résista et Charlemagne finit par donner l'ordre de se retirer, détruisant Pampelune sur le chemin du retour.
Le 15 août 778, l'armée de Charlemagne se trouvait à Roncevaux. D'épaisses forêts couvraient les pentes escarpées. Ce col était si étroit que l'armée franque s'étirait sur des kilomètres en fines colonnes. Depuis les corniches, une troupe de Basques se cachait et observait. Ils attendirent le crépuscule lorsque la majeure partie de l'armée avait traversé le col, puis ils tombèrent sur l'arrière-garde, les criblants de pierres et de flèches. Alors que l'arrière-garde se brisait dans la confusion et était séparée du gros de l'armée, les Basques se précipitèrent sur eux. Les Francs résistèrent et combattirent de vaillamment, mais furent submergés par les Basques. Roland, seigneur des Marches bretonnes, mourut lors de cette embuscade. L'héroïsme alors impossible de Roland allait nourrir la légende dans la littérature européenne. Lorsque Charlemagne comprit ce qui s'était passé, tout était fini et les Basques avaient disparu dans la nuit. La chanson de Roland raconte la douleur de Charlemagne après la perte de son ami. Mon ami Roland, Dieu, dépose ton âme sur des fleurs au paradis avec toute la glorieuse assemblée. Tu es venu en Espagne avec un seigneur cruel. Plus aucun jour ne passera désormais sans que je ne te pleure. La campagne ibérique de Charlemagne fut une rare déception dans sa carrière de triomphe. Abd al-Rahman en a tiré le plus grand bénéfice. Après le départ des Francs, Hussein tua Sulayman juste avant qu'Abd al-Rahman n'arrive avec une vaste armée omeyyade pour soumettre Saragosse. Une fois la ville tombée, Hussein fut traîné devant l'émir et exécuté pour rébellion. Saragosse devint la forteresse septentrionale la plus importante de l'émir de Cordoue. À l'automne 780, Charlemagne revint en Italie et tint court à Paveille. Au printemps 781, il conclut un accord de mariage avec l'impératrice Irène à Constantinople. Le fils de 10 ans d'Irène, Constantin, fut fiancé à la fille de Charles, Rotrud, âgée de 8 ans. Les Byzantins acceptèrent également de ne pas soutenir le roi exilé Didier des Lombards, qui venait de tenter de se réfugier à Constantinople. C'était un développement frappant. Les Francs négociaient désormais d'égal à égal avec l'antique empire byzantin de Rome orientale. Autrefois, cela aurait été impossible, mais désormais l'empire de Charlemagne commençait à rivaliser avec les grandes puissances de la Méditerranée. Peu avant Pâques de cette année-là, Charlemagne fit la connaissance d'un érudit anglo-saxon, Alcuin de York, à Parme en Italie. Alcuin était en Italie pour une mission diplomatique, et Charlemagne fut impressionné par son intelligence et son érudition. Le roi franc demanda à Alcuin de le rejoindre à sa propre cour pour diriger l'école royale, où les princes royaux et les fils de la noblesse franque seraient éduqués. De plus, Charles voulait qu'Alcuin dirige un effort général pour élever le niveau intellectuel de la société franque. À l'époque, Alcuin dirigeait la bibliothèque et l'école de la cathédrale d'York. L'Angleterre anglo-saxonne était depuis longtemps un centre d'apprentissage du latin, où les arts littéraires prospéraient grâce à des savants comme Alcuin. Au début, il hésitait à tout quitter, mais il comprenait aussi l'importance de la mission que Charles lui avait confiée. Il accepta la proposition de Charlemagne et rejoignit la cour franque. Alcuin jouerait un rôle central dans la Renaissance carolingienne, qui permit la préservation et l'étude de nombreux ouvrages anciens importants et éleva le niveau d'éducation dans toute l'Europe occidentale au cœur de ce nouvel essor du savoir. Les brutales guerres saxonnes se poursuivaient En 782, les Saxons se rebellèrent de nouveau contre la domination franque et remportèrent même une victoire contre leurs ennemis francs lors de la bataille de Suntel. Les forces saxonnes, cette fois-ci, étaient dirigées par Witikonde, une figure charismatique qui inspira le zèle à résister parmi ses compatriotes. À cette époque, une armée franque, non pas dirigée par Charles, mais par certains de ses nobles de haut rang, traversait le territoire saxon lors d'une expédition contre les Slaves païens. Witikonde a tendu une embuscade au camp franc près de la montagne de Suntel, l'anéantissant presque entièrement. Pendant ce temps, un détachement de cavalerie franque était en patrouille, et Witikonde a réussi à les attirer dans un piège, utilisant ses archers pour faucher les cavaliers francs. C'était une victoire spectaculaire pour les Saxons. Apprenant la défaite, Charlemagne entra dans une colère noire. Il se précipita en Saxe, où il écrasa rapidement ce bref triomphe saxon. Fou de rage, le roi franc ordonna le massacre de 4500 nobles saxons à Verdun en une seule journée en 782. Cet acte est resté dans l'histoire comme une tache sur la carrière de Charlemagne.
Les historiens débattent depuis longtemps des circonstances et de l'attitude de Charlemagne concernant ce massacre. Certains historiens pensent que Charles a regretté cet acte brutal, tandis que d'autres y voient une tactique froide mais efficace, ayant fortement diminué la résistance des Saxons. Il n'existe aucune preuve que Charles se soit repenti publiquement de cet acte. En sept 185, l'adversaire le plus ingénieux de Charlemagne, Wittikand, finit par se soumettre et accepter le baptême. Le pape Adrien institua une fête de 3 jours d'action de grâce. Dans tout l'Empire franc, la Saxe était désormais considérée comme faisant partie de la chrétienté. Cependant, la domination franque était sévère. Charles décréta la peine de mort pour tout Saxon qui violerait la loi de l'Église, pratiquerait ses propres rites funéraires ou endommagerait des églises. Pendant ce temps, l'empire de Charlemagne consolidait son emprise sur d'autres régions. À ce stade, les Francs occupaient une petite bande au nord de ce qui est aujourd'hui l'Espagne, un morceau de territoire dans les contreforts sud des Pyrénées. Ici, les Francs établirent une série de comtés fortement militarisés et autonomes pour servir de zone tampon défensive contre les Omeyyades morts d'Espagne. C'était la suite logique de la politique du grand-père de Charlemagne, Charles Martel, qui avait stoppé les incursions maures en France. C'est ainsi que commença l'histoire médiévale précoce de la Catalogne. Pendant ce temps, l'Église franque gagnait en importance dans les affaires ecclésiastiques. En sept 191, un concile d'évêques francs s'est tenu à Narbonne pour étudier l'adoptianisme. Promu par l'évêque Félix Vergel, l'adoptianisme soutenait que le Christ était le fils adoptif de Dieu. Les évêques francs se sont joints au pape pour condamner ce concept comme une hérésie. Un synode tenu l'année suivante à Ratisbonne par Charlemagne a dénoncé l'évêque Félix, qui s'est enfui en Espagne musulmane plutôt que d'abandonner ses enseignements. Pour répondre à la controverse, le pape Adrien publia les églises d'Espagne et de Galice, précisant que l'église en Espagne chrétienne devait être distincte de celle en Espagne musulmane. La première étant libre, la seconde étant en servitude et peut être sujette à l'erreur en raison de l'influence de la domination maure. Comme en Saxe, le pape considérait les Francs comme la clé ultime du triomphe de l'Église en Espagne. Les avant-postes francs en Catalogne seraient dans la première étape vers une éventuelle conquête franque de l'émirat de Cordoue. Cependant, les Omeyyades n'étaient pas prêts à laisser la Catalogne partir aussi facilement. En 793, Hicham Ier, le nouvel émir de l'Espagne musulmane, lança une attaque bien menée contre les comtés francs pénétrant jusqu'aux Pyrénées. Le duc Guillaume, au nez crochu de Toulouse, l'un des commandants les plus célèbres de Charlemagne, subit une défaite au combat. Les Omeyyades ont mis à sac la région jusqu'à Narbonne avant de se replier chez eux, chargés de butin. La mort de Hicham en 796 permit à Alphonse II, roi chrétien des Asturies, de rebondir. En 797, Alphonse envoya une ambassade à Charlemagne, proposant une alliance entre les Francs et le royaume chrétien des Asturies. Les hommes d'Alphonse offrirent à Charles une tente magnifiquement brodée, prise aux musulmans. Charles exprima son soutien, bien qu'en fin de compte, l'Espagne ne sembla jamais devenir une priorité pour le roi franc. En 798, Alphonse lança un raid jusqu'à Lisbonne et envoya une partie du butin à son allié franc. L'attitude d'Alphonse envers les Francs souligne combien Charlemagne était reconnu comme le principal monarque de la chrétienté occidentale. En 798, son empire était immense. Toute la Saxe à l'ouest de l'Elbe était désormais fermement sous son contrôle. Les tribus slaves à sa frontière avaient été soumises et tributaires. Même les cavaliers avars de Hongrie furent vaincus et leur chef baptisé. En Leitern, l'Angleterre était alors sous la forte influence de Charles le Grand, avec des ecclésiastiques francs envoyés aux conciles anglais. Durant cette période, le pape Adrien mourut et fut remplacé par Léon III en 795. Léon n'hésita pas à encourager Charles à continuer de défendre l'Église romaine. Charlemagne répondit par une forte expression d'accord. « C'est à nous, avec l'aide de la bonté divine. » Extérieurement, défendre par la force des armes la Sainte Église du Christ en tout lieu, contre les incursions des païens et les ravages des infidèles, et intérieurement la fortifier par notre confession de la foi catholique.
À Aix-la-Chapelle, Charlemagne fit de cette ville sa résidence principale, où se croisaient ainsi les langues allemandes et franques. Ici, le roi fit bâtir une ville et un somptueux palais comme capitale royale. Sa légende grandissait déjà, et l'idée qu'il deviendrait un nouvel empereur pour la chrétienté commençait à prendre forme. Un poème allemand de 799 le décrit comme le père de l'Europe, et le compare à César Auguste. Paulinus d'Aquilée le décrivait comme le souverain de tous les chrétiens, et Alcuin l'appelait habituellement un nouveau David. Léon n'était pas aussi compétent que son prédécesseur. Le pape Adrien, issu de l'aristocratie romaine, avait su maîtriser la politique agitée de l'Italie centrale grâce à sa finesse. Mais Léon avait été un modeste clerc du trésor pontifical. Déterminé et pieux, il n'était pourtant pas un chef né. Certaines factions de l'élite romaine le méprisaient comme étant de basse naissance et l'accusaient au même d'inconduite sexuelle. En avril 799, un neveu du défunt pape Adrien Pascal et le trésorier pontifical Campulus mirent à exécution un complot brutal contre Léon III. Alors qu'il menait une procession, une bande d'hommes attaqua le pape Léon. Ils le jetèrent à terre, le dépouillèrent et tentèrent de l'aveugler et de lui couper la langue. Le pape fut laissé gisant en sang dans les rues, tandis que ses assistants désarmés s'enfuyaient dans les ruelles de Rome. Pascal et les hommes de Capulus traînèrent le blessé Léon dans l'église de Saint-Sylvestre, où ils le proclamèrent déposé et lui tailladèrent de nouveau les yeux et la langue. Il fut ensuite emprisonné dans le monastère grec de Saint-Érasme. Cette nuit-là, le chambellan du pape, Albinus, entra au monastère et sauva le pape en le faisant descendre avec une corde. Albinus fit transporter rapidement le pape à Saint-Pierre, où l'on découvrit que Léo, malgré ses blessures, pouvait encore voir et parler. Albinus et les alliés du pape se réjouirent, certains qu'il s'agissait d'un miracle. Le duc de Spolète, agent de Charlemagne fournissant des troupes au pape, envoya un message sur l'attaque au roi des Francs. Charlemagne demanda que le pape Léon lui soit envoyé à Paderborn. Le fils de Charles, le prince Pépin, et l'archevêque de Cologne accompagnèrent le pape pendant son voyage jusqu'à ce que Charlemagne l'accueille. À Paderborn, Charles accueillit chaleureusement le pape et promit de punir les conspirateurs responsables de l'attaque. La scène de l'accueil du pape par Charlemagne devait être saisissante. Toute l'armée franque, fraîche de ses victoires sur les Saxons, était rassemblée. Il y avait des sons de trompettes, des boucliers et des lances étincelant sous le soleil d'été. Le prince Pépin guida le pape à travers les rangées de soldats jusqu'à l'endroit où Charles se tenait, l'attendant glorieusement. Au milieu des plus hauts nobles et évêques, le roi portait sa plus belle armure et un casque d'or. Charles s'agenouilla pour recevoir la bénédiction du pape Léon, puis l'embrassa, côte à côte. Ils entrèrent dans l'église où le pape officia. Ensuite, un somptueux banquet fut organisé, au cours duquel du vin fut servi dans des coupes en or. On aimerait connaître les discussions privées qui eurent lieu entre Charles et le pape à cette occasion. Charles promit au pape de laver son honneur et de le rétablir à Rome. Il est aussi probable qu'ils aient sans planifier ensemble la magnifique cérémonie de couronnement prévue à Rome. Nul ne contesta le droit de Charlemagne d'exiger l'envoi du pape. À ce moment, Charles régnait depuis environ 30 ans et était déjà connu comme Charles le Grand. Les intellectuels de sa cour s'étonnaient qu'un prince franc comme lui, héritier de la moitié de la Francie, règne désormais. Des rivages de l'Atlantique à l'ouest jusqu'aux terres sauvages de Bohême à l'est et de la frontière nord de l'Espagne jusqu'au fleuve Elbe au nord, de la Calabre au sud de l'Italie jusqu'aux frontières du Danemark. De cet immense empire, d'immenses richesses, ainsi que du prestige afflué dans les possessions du roi. Comme tout souverain compétent, il développait plus que la puissance militaire. Il valorisait les biens spirituels, soutenait écoles et arts, réformait l'Église et apportait ses bienfaits à son peuple. Un nouveau système monétaire pour améliorer le commerce sur ces vastes terres. Même en matière de foi, Charles dépassait parfois le pape, prenant souvent l'initiative contre l'hérésie. Alcuin, qui n'était pas un simple flatteur de cour, décrivait Charles comme illuminé par la lumière de toute connaissance et assez sage pour percer tous les mystères et les ténèbres. Le fait qu'Alcuin appartienne au cercle le plus élevé de la cour royale, très estimé par le roi, aidait. Charles l'écoutait, surtout pour les affaires importantes. Quand le fiasco impliquant le pape Léon éclata, Charles consulta Alcuin pour obtenir des conseils.
Les motivations de ce complot contre le pape sont complexes, mais elles éclairent quelque peu les réalités politiques de l'époque. D'une part, de nombreux membres de l'aristocratie romaine s'opposaient à Léon parce qu'il avait été le candidat soutenu par l'Église franque, en fait, le candidat préféré de Charlemagne. Une partie de la noblesse romaine se sentait de plus en plus mal à l'aise face à la montée des Francs, et Léon symbolisait pour eux cette accélération. L'historien Geoffrey Barraclough va même jusqu'à supposer que Pascal et Campulus étaient en contact avec le gouvernement impérial de Constantinople, un allié naturel pour quiconque espérait contrer la puissance des Francs. Alcuin a exhorté Charles à rejeter les accusations portées contre le pape et à le soutenir sans équivoque. Alcuin était persuadé que les accusations d'adultère et de parjure contre le pape étaient une fausse. Nous pouvons encore lire la lettre de conseil d'Alcuin à Charlemagne au sujet de ce scandale. À ce jour, 3 personnes ont occupé la plus haute position mondiale. La première était cette sublimité apostolique qui règne comme vicaire sur le siège de Saint-Pierre. Et vous m'avez informé de ce qui lui a été fait. La seconde est la dignité impériale et le pouvoir séculier de la deuxième Rome, Constantinople. Et tout le monde parle de la façon impie dont son empereur a été déposé, non pas par des étrangers, mais par ses propres concitoyens. La troisième est la dignité royale dans laquelle vous avez été placé par la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, vous êtes le souverain du peuple chrétien. Votre pouvoir surpasse le leur, votre sagesse brille davantage, votre dignité royale est plus élevée. Voici sur vous seul repose le salut des églises du Christ. On voit comment Alcuin a poussé Charles à prendre conscience de sa responsabilité. Le bien de l'ordre chrétien dans le monde reposait entièrement sur les épaules du roi. Alcuin expose aussi les opinions occidentales majeures sur la situation de l'ancien empire romain d'Orient à cette époque. À Constantinople, siège de la Rome orientale, l'impératrice Irène fut régente de 780 à 790, tutrice de son jeune fils Constantin VI. Lorsqu'il atteignit sa majorité, Irène montra d'abord son soutien et lui permit de prendre le pouvoir, mais elle entra ensuite en conspiration contre lui. En 797, ses sbires ont enlevé et aveuglé le jeune homme. Sur ordre de sa mère, Irène s'est proclamée empereur, pas impératrice. Pour Charles Alcuin et d'autres membres de la cour franque, c'était le comble du mal et du désordre. Irène, ayant mutilé son fils, ne pouvait jamais être la souveraine légitime. De plus, en tant que femme, elle ne pouvait être empereur. Pour les Francs, l'Empire romain restait vacant. On peut voir où tout cela menait. Les Francs, y compris Charles lui-même, avaient des opinions très arrêtées sur la personne qui devait prendre le titre d'empereur. Pendant ce temps, Charles agit pour régler le scandale papal. En octobre, il envoya le pape Léon à Rome avec une commission de 10 hommes pour enquêter sur les accusations contre lui. Le pape était également escorté par un grand nombre de guerriers francs pour rappeler aux Romains que c'était Charles et personne d'autre qui déciderait de l'issue de cette affaire. La commission a tenu des audiences. Les accusateurs du pape ont réitéré leurs reproches, mais Alcuin a estimé qu'il était inapproprié que le saint pontife soit jugé par des hommes. Le pape Léon accepta lui-même de prêter serment que les accusations étaient fausses. Pendant ce temps, les accusateurs du pape furent renvoyés à Francfort pour faire face à Charles lui-même. En mars 800, Charlemagne parcourut son empire du détroit de Douvres à la frontière espagnole. Il enquêtait sur des attaques récentes de marins nordiques le long de ses côtes. Les Vikings, comme nous les appelons aujourd'hui, étaient parmi les premiers signes de l'ère viking qui atteindrait son apogée bien après la mort de Charlemagne. Pour contrer ce problème croissant, Charles fit construire une flotte pour patrouiller ses côtes. Il envoya une force franque occuper les îles Baléares au large de la Catalogne, dans l'actuelle Espagne. Sous le gouvernement fort et uni de Charlemagne, les Vikings avaient un peu d'opportunité de piller. Plus tard, lors du déclin de l'ordre carolingien sous les successeurs de Charlemagne, il y en aurait beaucoup. Pour l'instant, l'immense empire de Charlemagne offrait beaucoup de stabilité et de tranquillité à la majorité de ses habitants. Nous pouvons comprendre pourquoi les érudits à la cour franque étaient tentés de croire que l'ancienne Pax Romana était revenue. À Tours, Charles le Grand a tenu une réunion avec ses 3 fils ainsi qu'avec Alcuin. Le nouvel abbé de Saint-Martin, Charlemagne, a passé le mois de mai en prière, se préparant peut-être à l'événement capital qui allait avoir lieu.
À cette époque, la 5e et dernière épouse de Charles, Lutzgard, est morte subitement. Nos sources le décrivent en train de la pleurer amèrement. Mais cela ne l'a pas empêché d'annoncer en août qu'il se rendrait à Rome pour s'occuper des affaires de la papauté et de son royaume italien. Charles arriva à Rome en novembre, accompagné d'une grande armée et d'une abondance de cadeaux pour les églises de la ville. Il y avait encore des murmures dans les rues au sujet du pape Léon parmi certaines factions de la noblesse romaine. Mais le 23 décembre, en présence du roi Charles, le pape Léon prêta serment, jurant sur la fausseté des accusations de Pascal et de ses autres accusateurs. 2 jours plus tard, le jour de Noël, 800 des foules de Romains, Francs, Bavarois, Lombards, Goths, Basques et même quelques anglo-saxons et grecs de passage se sont entassés dans la grande cathédrale de Saint-Pierre. Près de l'autel se tenaient Charles, ses fils et ses filles, les princes et princesses royaux francs. Devant l'autel se tenait Charles vêtu d'une tunique et d'un manteau romain, ceint d'or et portant des sandales ornées de 2 bijoux. Pendant la messe, le pape Léon couronna Charlemagne empereur. La foule rassemblée s'écria pour proclamer le couronnement. Longue vie et victoire à Charles Auguste, couronné par Dieu, le grand et pacifique empereur des Romains. Le pape se prosterna alors devant Charles et baisa l'ourlet de son manteau selon l'ancien rituel de l'Empire romain. Charles Winston souligne que cette procédure, l'acclamation par le peuple romain, était la forme légale appropriée pour proclamer un empereur romain. Ainsi, Charles devint empereur d'Occident, le premier depuis 476 après Jésus-Christ. Les circonstances du couronnement de Charlemagne ont suscité de nombreux débats, mais pour son conseil de nobles, abbés et évêques, cela paraissait logique. Pour eux, le véritable empire était romain, celui de Constantinople n'ayant plus de lien avec Rome. Il était désormais dirigé par une femme incapable d'être chef militaire. L'ancien empire romain d'Occident, comprenant Rome, Ravenne, Milan, Arles, Lyon, Paris et Trèves, était désormais à nouveau réuni. Sous le règne de Charlemagne, il était de facto empereur. Il devait être proclamé empereur légalement. Il y a de bonnes raisons de croire que c'est exactement ainsi que Charlemagne voyait les choses et qu'il poursuivait ce résultat dans sa politique. Aujourd'hui, il y a beaucoup de débats sur le couronnement de Charlemagne, dont une grande partie a été suscitée par la propre cour de Charles. Le biographe Éginard écrit que Charlemagne, surpris et contrarié par le couronnement du pape, n'aurait pas mis les pieds dans l'église s'il avait su les intentions de Léon. Cette déclaration contredit totalement les actes de Charlemagne durant les mois où il préparait cet événement majeur. L'idée que Charles ne s'attendait pas à recevoir le titre impérial est tout simplement incroyable. De nombreux historiens ont tenté d'expliquer le commentaire étrange d'Éginard. Charlemagne voulait peut-être le rang impérial sans le recevoir du pape, ce qui aurait signifié la supériorité du pape. Le problème avec cette explication, c'est qu'elle est potentiellement anachronique. On prévoit des conflits entre papes et empereurs au XIe siècle, absents au IXe siècle. Une autre théorie suggère que Charles attendait l'approbation de l'empereur byzantin avant d'être proclamé empereur. Dans les années suivantes, Charles chercherait la reconnaissance de l'empereur d'Orient, allant jusqu'à faire d'importantes concessions pour obtenir l'approbation de son frère empereur. Charles ne s'attendait pas à ce que Constantinople le reconnaisse volontairement comme empereur. Charlemagne, politicien avisé, savait qu'il fallait d'abord obtenir le titre, puis négocier l'approbation des empereurs byzantins. La politique franque appuie cette thèse. Certains historiens estiment qu'Éginard voulait montrer son maître comme modeste, refusant le titre impérial jusqu'à ce qu'on le lui impose. Il révélait peut-être son propre parti pris, car comme de nombreux Francs, il préférait voir Charles comme roi franc plutôt qu'empereur romain. La jalousie des Francs et de la noblesse, voyant leur empereur surpasser la royauté tribale, était bien réelle. Cela pourrait expliquer l'étrange remarque d'Einhard. Dans la tradition germanique, les hommes de haut rang proclamaient en leur chef, non un pape romain. L'ascension de Charlemagne a représenté la mort définitive de l'ancienne assemblée légale germanique, où les hommes libres rassemblaient en leur chef, le premier parmi les égaux. Désormais, les Francs s'agenouilleraient devant un empereur universel, non plus seulement leur chef tribal. Quelle que soit la vérité des propos d'Einhard, Charles le Grand devint empereur et usa aussitôt de son pouvoir. Il envoya ses agents à travers les territoires pontificaux, percevant des impôts et faisant prêter serment d'allégeance aux grands locaux.
Il fit frapper des pièces qui proclamaient quand la restauration de l'Empire et envisagea même un mariage avec l'impératrice byzantine Irène. Charles présente clairement son avènement comme une nouvelle ère de grandeur, destinée à rivaliser avec celle de César Auguste. Le serment de fidélité imposé par Charlemagne dans son domaine révèle sa conception de l'Empire. En l'an 802, Charlemagne obligea tous les hommes libres à prêter un serment personnel de fidélité envers lui et envers ses lois. Il demanda également à chaque homme de jurer de s'efforcer volontairement, selon son intelligence et sa force, pour se maintenir entièrement au service sacré de Dieu et ne jamais porter préjudice aux églises, aux veuves, aux orphelins ou aux étrangers, tous considérés par Charles comme étant sous sa protection spéciale. Charlemagne plaça le droit canonique de l'Église aux côtés de sa propre loi. Les deux devaient être respectés. En octobre 802, l'empereur tint une grande assemblée au cours de laquelle le droit civil et le droit canonique furent proclamés, étendus et codifiés. La même année, le rêve de Charlemagne d'unir les empires d'Occident et d'Orient par le mariage prit fin. L'impératrice byzantine Irène fut renversée à Constantinople par son trésorier puis exilée à Lesbos où elle mourut peu après. Le trésorier devint empereur, Nicéphore Ier. Irène était plus affable avec la cour de Charlemagne, mais Nicéphore s'opposait fermement aux souverains francs. Cependant, Charles et Nicéphore durent traiter l'un avec l'autre, car à ce moment-là, leurs empires partageaient des frontières. Charles tendit une branche d'olivier à Nicéphore, offrant la paix sur les terres frontalières en échange de la reconnaissance comme empereur d'Occident. Pour exercer une certaine pression sur les Byzantins, Charles échangea des ambassades avec leur plus grand ennemi, le calife Haroun al-Rachid, souverain du vaste califat abbasside. Le calife envoya à Charles des cadeaux exotiques, le plus spectaculaire étant un éléphant nommé Abou Abbas. À l'époque, un éléphant fascinait vraiment les Francs. Charles emmenait souvent l'animal lors de ses voyages dans son empire, faisant d'Aboul une attraction prisée des nobles et du peuple. Le calife envoya aux Francs une magnifique horloge mécanique avec 12 fenêtres, d'où sortaient des figurines de guerriers en armure à chaque coup d'heure. Ces négociations ont apporté plus que de simples cadeaux somptueux. Al-Rachid conféra à Charles un statut spécial de protecteur des chrétiens en Terre Sainte. Charles reçut les clés du Saint-Sépulcre et de Jérusalem. Chrétien fervent, Charles s'intéressa activement aux affaires de la Terre Sainte et à ses habitants chrétiens. Cela pourrait être vu comme le premier élan menant plus tard à la première croisade des descendants francs de Charlemagne. Pendant cette période, Charles fut extrêmement actif dans la gestion des affaires intérieures. Il protégeait les veuves et orphelins de son empire. Il exhortait le clergé à respecter leurs vœux et à agir pour le bien du peuple. De nombreux décrets de Charlemagne à cette époque sont très religieux, l'empereur ressemblant presque à un pape ou à un évêque. Il exhortait son peuple à éviter querelles, colère, orgueil et ivresse et à rester chaste de cœur et de corps. Humble, modeste, sobre, miséricordieux, pacifique. Charles allégea les obligations militaires pour les plus pauvres, exemptant les hommes libres démunis du service. Cela était possible parce que la grande majorité du domaine de Charles était désormais en paix, seules les frontières restant des zones actives de combat. Un empire peut offrir cette stabilité, mais il faut de longues années sanglantes pour l'obtenir. Mais pour les sujets chrétiens de Charlemagne, cela devait être une sorte d'âge d'or. Mais tout le monde ne se sentait pas satisfait sous la domination franque. En Saxe, l'agitation persistait. Ce n'est pas surprenant étant donné la dureté de la domination franque. Tout Saxon violant un principe chrétien risquait la mort, même pour avoir mangé de la viande durant le carême ou incinéré les morts selon l'ancienne coutume. Pour renforcer le pouvoir chrétien en Saxe, Charles donna au clergé le droit d'absoudre toute personne coupable d'avoir enfreint la loi franque, accordant aux prêtres et évêques presque un pouvoir absolu sur la vie et la mort. Pour les gens ordinaires, c'était une formule évidente pour l'abus de pouvoir. Pour enfoncer le clou, les Saxons, déjà appauvris par des décennies de guerre, devaient payer des impôts sociaux pour l'entretien des églises chrétiennes que Charles les obligeait à construire. Après 3 décennies de guerre quasi ininterrompues, les guerrieros saxons résistaient encore à la domination franque. Le souvenir de Verdun brûlait encore ardemment dans de nombreux cœurs saxons, et à chaque occasion, des bandes de guerriers saxons tendaient des embuscades aux convois francs et tuaient les envoyés impériaux et les prêtres, comme l'a écrit un chroniqueur franc indigné. Les Saxons, tels des chiens, retournent toujours à leur propre vomi.
Pour les Saxons, cependant, il s'agissait d'une juste riposte contre un oppresseur brutal, et leurs croyances traditionnelles étaient des bannières chéries, de la résistance. Maintenant, dans la soixantaine, Charlemagne a personnellement mené l'une de ses dernières campagnes militaires. Une fois de plus, marchant en Saxe à la tête d'une grande armée, il a appelé ses alliés slaves à l'aider à écraser les Saxons. Comme toujours, le Dartan et les guérilleros saxons ont disparu face à la puissance de l'armée franque. Cette fois, Charles n'a pas procédé à une exécution de masse. À la place, il a ordonné la dispersion du peuple saxon à travers son empire. Les Slaves se sont vus attribuer une région de Saxe pour leur service, et de larges zones de Saxe ont été presque vidées. En dispersant des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants saxons à travers ces vastes terres, brisant ainsi leur capacité à vivre ensemble et à maintenir leurs liens traditionnels, Charles a finalement brisé la résistance saxonne. La Saxe avait été pacifiée et christianisée après 3 décennies d'une brutalité ininterrompue. Aujourd'hui, il est difficile de quantifier le coût humain, mais il était indéniablement immense. La brutalité de Charlemagne le Conquérant contraste avec Charles, l'homme de famille. D'après nos propres sources, il semble que l'empereur aimait passer du temps avec sa femme et ses enfants, ce qui n'est pas forcément courant chez les monarques. Il s'est marié au moins 4 fois, a survécu à plusieurs femmes et comptait de nombreuses concubines. Ludegarde, la dernière épouse de Charles, était sa préférée, réputée pour sa beauté et son élégance. Charles emmenait sa femme et ses enfants avec lui lorsqu'il parcourait son vaste domaine, et il l'accompagnait lors de ses expéditions de chasse. Après la chasse, Charles s'installait avec sa famille, ses guerriers francs et le clergé pour déguster le gibier abattu. Lors du repas, un érudit en tel qu'Alcuin ou Engelberg pouvait se lever pour réciter un poème ou une œuvre littéraire. Même les guerriers les plus bourrus de Charles gémissaient un an, mais savaient qu'il ne fallait pas contredire l'empereur, très attaché aux arts littéraires. Peu de beuveries avaient lieu dans la salle de Charlemagne, qui méprisait l'ivresse et préférait, selon Alcuin, le vin du savoir. Au dîner, il aimait aussi écouter la lecture des histoires ou de la Cité de Dieu d'Augustin, son livre préféré, qu'il méditait et discutait longuement avec les érudits de sa cour. Charlemagne adorait ses filles. Le poète de la cour, Engelbert, donne une description saisissante des filles de Charlemagne profitant d'une chasse avec la cour de leur père. Il y avait Rotrude, la fiancée préférée de Charlemagne, avec ses cheveux blonds pâles ornés de rubans violets, de fils de perles et d'un diadème d'or. Vint ensuite la belle Berthe, coiffée d'un diadème d'or aux filaments scintillants dans ses cheveux. Ses épaules neigeuses sous une cape d'hermine, sa ceinture aux 1000 couleurs. Il y avait aussi Gisla, blanche comme le lys, en robe pourpre aux reflets mauve, le visage et les cheveux étincelants. Même la jeune Théodride était parée de rares émeraudes ornant son joli cou. Les filles de Charlemagne, bien éduquées, accompagnèrent leur père et leurs frères lors de processions, fêtes et chasses. À mesure que la renommée de leur beauté et de leur grâce se répandait, de nombreux souverains étrangers tentèrent d'organiser des mariages avec les filles de Charles le Grand. Même l'empereur byzantin voulait que Charlemagne lui envoie une fille pour une alliance matrimoniale, le summum du prestige. Cependant, Charlemagne refusa. Peu importe le nombre de propositions qu'il recevait, Charlemagne ne permettait pas à ses filles de se marier. Pourquoi cela ? Eh bien, la réponse courte est que si elles s'étaient mariées, elles auraient dû quitter la maison. Pourquoi Charlemagne refusait-il que ses filles partent ? Et Guinard, biographe de sa cour, apporte une réponse. Il dit que l'empereur, très attaché à ses filles, ne pouvait s'en séparer. Des historiens ont écarté cette explication pour des raisons politiques plutôt que personnelles. Nous ne devrions pas rejeter trop vite les observations d'Einhardt, qui sont probablement en grande partie vraies. Charlemagne gardait souvent ses filles plus près de lui, mais il poursuivait peut-être aussi un objectif plus large avec cette politique. En refusant à ses Féessins le mariage, il a empêché la création de branches cadettes hors de sa dynastie. Cela a empêché toute concurrence future pour les terres franques. Charles a consacré son règne à bâtir un vaste empire, refusant qu'il soit détruit par des conflits familiaux. Il était déjà inquiet, car ses fils devaient chacun hériter d'une partie de son empire, conformément à la tradition franque. Il voulait qu'ils règnent comme des rois frères, agissant ensemble plutôt qu'en rivaux. C'était déjà difficile, mais des petits-fils venus de royaumes étrangers, voulant une part de l'empire, compliqueraient encore plus la situation.
Jeannette Nelson note que les filles de Charles jouaient aussi un rôle important, soutenant leur père politiquement à la maison et à la cour. Elles étaient en des canaux de patronage qu'il contrôlait et des sources d'informations nécessaires. Elles étaient des conseillères et des soutiens compétentes et dignes de confiance. Bien qu'elles ne se soient jamais mariées sacramentellement, les filles et saints de Charles ont pris ce que nous pourrions appeler aujourd'hui de façon anachronique des maris de fée, des nobles de haut rang, loyaux envers leur père. Engelbert, le poète déjà cité, fut un fidèle agent de Charlemagne toute sa vie. Engelbert était le mari de Berthe. De ces unions naquirent de nombreux petits-enfants, et le palais de Charlemagne fut bientôt rempli de jeunes turbulents l'appelant grand-père. Charles accueillait tous ses enfants à bras ouverts, et il aimait être leur grand-père, d'autant plus qu'aucun d'entre eux ne pouvait représenter une menace future pour ses héritiers. Au cours de cette première période de l'Europe médiévale, les anciennes traditions des tribus germaniques subsistaient pas souvent aux côtés de la loi chrétienne. Dans ce contexte, le mariage pouvait être perçu de façon nuancée. Le mariage sacramentel chrétien était indispensable pour la reconnaissance officielle, avoir des héritiers et conclure des alliances politiques. Mais dans des cercles plus privés, des conceptions plus anciennes et tribales du mariage pouvaient persister. Cela apparaîtra plus tard sous le duc Robert de Normandie, père de Guillaume le Conquérant, qui prit une compagne. Herléva était considérée à bien des égards comme son épouse par l'élite guerrière normande, bien qu'il ne l'ait jamais épousée sacramentellement dans l'église chrétienne. Cette dynamique pourrait être à l'œuvre dans le cas des filles de Charlemagne. À la fin de son règne, Charlemagne devait être fier de ses accomplissements. Il avait transformé le royaume des Francs en un empire et avait été couronné empereur romain par le pape à Rome. Mais en vieillissant, Charles devait ressentir une certaine inquiétude quant à l'avenir de son domaine. Ses descendants pourraient-ils préserver ses conquêtes? Son empire survivrait-il? Aujourd'hui, nous allons découvrir les dernières années de Charlemagne et les perspectives pour son fils et héritier, Louis le Pieux. Au début de l'année 806, Charles le Grand s'est réuni avec ses fils dans sa capitale d'Aix-la-Chapelle. Devant les seigneurs francs, les nobles et le clergé réunis avec ses héritiers, l'empereur annonça son testament final. Le chroniqueur Éginhard porta une copie du testament au pape Léon pour qu'il soit attesté par le pontife et proclamé à Rome. Le document publié confirmait le statu quo. La coutume franque exigeait qu'un souverain accorde un royaume à chacun de ses fils, et Charles avait fait cela il y a longtemps. Devenu empereur, Charles regrettait sans doute d'avoir divisé son royaume, mais il ne pouvait plus vraiment y remédier. Ses fils régnaient déjà sur leur propre sous-royaume, et toute tentative de modifier cet arrangement aurait sûrement entraîné une guerre civile. Dans son testament, Charles insista sans cesse pour que ses fils maintiennent la paix entre eux et règnent ensemble comme des frères aimants. Il insista sur le fait qu'il s'agissait là même de l'ordre de Dieu. Ils devaient laisser leurs sujets voyager et se marier librement, et surtout éviter de se faire la guerre. Charles ordonna également à ses fils de protéger l'Église. Cependant, à la fin de la première décennie du IXe siècle, la peste a balayé l'Italie et l'Europe centrale. Et la nouvelle arriva que les Danois prévoyaient d'attaquer l'empire de Charles, s'attendant à une invasion danoise. Charles mena son armée à Verdun en 810, le même lieu où il avait massacré les Saxons des années plus tôt. La malédiction de Verdun semblait hanter l'empereur vieillissant, car c'est ici qu'il apprit que sa fille bien-aimée, Rotrud, était morte de la peste. Charles perdit aussi sa sœur Gisla, ce qui attrista profondément l'empereur. S'est-il demandé si c'était une punition pour avoir traité durement les Saxons? Le pire restait à venir. Toujours à Verden, Charles apprit que son fils, Pépin, était mort. Pendant ce temps, dans tout l'Empire, le bétail commença à périr d'une étrange maladie. Même l'éléphant Abou Labas succomba à la maladie. Finalement, l'invasion danoise n'eut jamais lieu, mais alors que Charles et son armée rentrèrent chez eux, une météorite traversa le ciel. Le cheval de l'empereur prit peur et jeta son cavalier à terre, le faisant perdre son épée et son manteau, écrivit Éginhard. Désarmé et dépouillé, il voyait dans cette chute un sombre présage. En décembre 811, le jeune Charles mourut aussi,
Le chagrin semblait assaillir sans fin le vieil empereur. Un seul de ses fils restait, Louis. Bien qu'il ait gouverné l'Aquitaine depuis son enfance, Louis était le moins capable des fils de Charlemagne. Il préférait la prière à la politique, ce qui lui valut le titre de Louis le Pieux. Mais Charles était convaincu que Louis pouvait maintenir l'unité de son empire et affirma que Louis, et personne d'autre, hériterait de la couronne. Charlemagne, vieillissant, cherchait du réconfort auprès de Dieu. Il débattait de doctrine avec le clergé, préparait un texte des évangiles et donnait la majeure partie de sa fortune à l'Église. Maintenant, dans la soixantaine, il commença à souffrir de fièvre et de la goutte. Souvent, il se retirait dans sa chambre privée, trop malade pour recevoir. Cependant, en 812, lorsque des ambassadeurs de l'Empire byzantin arrivèrent à Aix-la-Chapelle, Charles les accueillit personnellement. Cette visite a conclu des années de négociations entre les deux empires. En échange d'un traité de paix dans lequel les Francs abandonnaient Venise et la Dalmatie, les Byzantins acceptèrent de reconnaître le titre impérial de Charlemagne. À ce moment-là, Charles conféra à son fils, Louis, le titre d'empereur. Durant cette période, l'empereur garda Louis près de lui et lui enseigna l'art du gouvernement. Louis, 35 ans, était marié et père de famille. Charles s'efforça non seulement d'éduquer son fils sur les questions politiques, mais aussi de lui transmettre les vertus d'une vie vertueuse, afin qu'il puisse toujours se conformer aux lois de Dieu. En septembre 813, Charles rassembla ses ducs, comtes, évêques et abbés pour le couronnement de Louis. En tant qu'empereur, Charles revêtit ses habits impériaux, qu'il avait rarement portés depuis son propre couronnement. Appuyé sur le bras de Louis, il s'approcha de l'autel de sa grande église d'Aix-la-Chapelle. Sur l'autel reposait une couronne magnifique, semblable à celle qui avait attendu Charles 13 ans plus tôt. Dans la basilique Saint-Pierre, Louis et son père s'agenouillèrent ensemble pour prier. Enfin, l'empereur se leva. Il se tourna vers l'assemblée et entama un discours qui se transforma en un long sermon. Comme un roi prêtre, Charles prêcha à son fils d'aimer Dieu, protéger l'Église, bien traiter sa famille, honorer le clergé, protéger le peuple et subvenir aux besoins des veuves, orphelins et pauvres. Louis exprima sa détermination à respecter les volontés de son père. Ensuite, Charlemagne posa la couronne sur la tête de son fils. Relevé, le jeune homme fut embrassé par Charles. Louis, comme son père, était désormais empereur. Fait intéressant, Charles n'a pas sollicité le pape ni un évêque pour ce couronnement. Cela révèle-t-il quelque chose sur son attitude envers son propre couronnement? Est-ce la preuve qu'Éginard avait raison, que Charlemagne n'approuvait pas le pape puisqu'il avait été celui qui l'avait réellement couronné? Peut-être Charles craignait-il que l'Église essaie d'établir le précédent de sa propre supériorité sur l'autorité de l'empereur. Ou peut-être que cette interprétation est anachronique, anticipant les affrontements ultérieurs entre l'empereur et le pape. Peut-être Charles n'a-t-il tout simplement pas envisagé qu'un homme d'église soit nécessaire pour le couronnement. Quelle autorité pourrait être supérieure à celle de l'empereur? Il est difficile de distinguer les développements ultérieurs de ce moment du IXe siècle, surtout en raison du grand conflit qui a fini par opposer l'Église à l'État. Le couronnement de Louis par Charles reflète sans doute la perception de l'autorité impériale de Charles dans son empire. Empereur, couronnement, empereur, père, couronnement, fils, noble et évêque. Observant depuis l'Assemblée, le couronnement de Louis fut le dernier acte public de Charlemagne. Il retrouva brièvement sa vigueur d'antan et consacra octobre à la chasse. Mais cet hiver-là, il tomba de nouveau malade. En janvier 814, il fut pris de fièvre, qui atteignit rapidement ses poumons. Le 28 Charlemagne mourut à 71 ans, après avoir régné comme l'un des monarques les plus importants de l'histoire. Sa famille et ses proches l'ont enterré dans l'église qu'il avait bâtie à Aix-la-Chapelle. Louis monta sur le trône sans opposition, mais son règne ne ressemblerait en rien à celui de son père. C'est crucial. Louis n'avait pas la personnalité imposante de son père. C'était un homme plus doux, plus réservé. Cependant, on ne peut pas entièrement reprocher à Louis le destin final de l'empire de Charlemagne. À certains égards, ce nouvel empire a été assemblé rapidement, tentant de fusionner les concepts de la Rome antique avec la royauté franque.
Si Louis avait eu certains des dons naturels de son père, ce processus d'amalgame aurait peut-être continué et même fini par triompher. En l'état, l'unité politique de l'Empire ne serait pas l'héritage durable de Charlemagne. D'autres aspects clés du règne de Charles le Grand ont subsisté. Son empire a ravivé le monde européen après des siècles de déclin. À la suite de l'effondrement de l'Empire romain, des régions dépeuplées furent de nouveau habitées et animées par l'agriculture et le commerce, des villes reprirent vie et des terres furent réinstallées. Charlemagne a également considérablement étendu le monde chrétien latin, bien que souvent par des guerres brutales, comme dans le cas des Saxons. Cela a jeté les bases de l'Europe médiévale, qui serait dans son essence franque. La croissance urbaine et commerciale sous Charlemagne aurait un impact durable. Il a construit des routes facilitant des déplacements sûrs. La richesse accrue a relancé les arts, l'artisanat, l'apprentissage et la littérature. Peintres, sculpteurs, ivoiriers, orfèvres et autres artistes ont trouvé du travail dans l'empire de Charlemagne. Certains de ces hommes venaient de Rome, de Constantinople et même de Bagdad, ce qui a conduit à un échange fécond de styles et d'idées. Le mécénat de Charlemagne en faveur de l'apprentissage perdurerait bien au-delà de sa mort. Ses petits-fils et arrière-petits-fils continueraient d'attirer des poètes, des érudits et des philosophes à leur cour. Les écoles, établies dans les monastères francs sous le règne de Charlemagne, continueraient de préserver les textes anciens et de favoriser l'amour de l'apprentissage. Mais peut-être que l'aspect le plus durable du règne de Charlemagne serait l'impact de sa figure sur l'imagination de la civilisation médiévale. Il deviendrait le modèle de la royauté. On répétait des histoires sur sa générosité envers les pauvres, sa justice comme juge, sa bravoure de guerrier et sa ferveur chrétienne. Les rois et les empereurs l'imiteraient, et les ecclésiastiques le prendraient pour exemple. Même aujourd'hui, sa mémoire perdure comme une icône de la monarchie. En 816, seulement 2 ans après la mort de Charlemagne, le pape Léon III, qui l'avait couronné empereur, mourut également. Le nouveau pape, Stéphane V, partit presque aussitôt en France, décidé à préserver l'alliance entre l'empereur et le pape. À cette époque, Louis le Pieux présida un concile de réforme à Aix-la-Chapelle, où la règle de Saint-Benoît devint la norme pour tous les monastères de l'Empire. De là, Louis se rendit à Reims, où il rencontra le pape Stéphane. « Béni soit le Seigneur, notre Dieu, proclama le pape, qui m'a permis de voir de mes propres yeux un second roi David. » Ce dimanche, le pape couronna Louise empereur avec une couronne ornée de bijoux qui aurait appartenu à Constantin. L'épouse de Louis, Ermengarde, fut couronnée impératrice. En 817, Louis nomma son fils aîné, Lothaire, comme son unique successeur. C'était une étape importante et cela montrait que Louis était conscient de la nécessité de préserver l'intégrité de l'empire de son père. Mais conformément à la tradition franque, Louis attribua des terres à ses 2 autres fils, Pépin et Louis. En octobre 818, l'impératrice Érengarde mourut soudainement. Louis, un homme qui dépendait du soutien de ses proches, fut dévasté. Au début, il était inconsolable, mais ensuite, au début de l'an 819, il épousa Judith. Fille du comte Welt de Bavière, Judith était bien plus jeune que l'empereur. D'une beauté stupéfiante et ambitieuse, elle commença à exercer une influence décisive sur son mari. En 823, elle lui donna un fils, Charles, nommé d'après son légendaire grand-père, Judith. Elle se mit aussitôt à défendre les intérêts politiques de son enfant. Ce jour de Pâques, Lothaire fut couronné co-empereur et roi d'Italie. Après discussion avec son père, il accepta de donner un territoire à son demi-frère de 4 mois. Cela semblait une concession mineure, mais révéla la malléabilité de la volonté de Louis. Le domaine attribué au petit Charles comprenait des parties de la Bavière, de la Suisse et de la Bourgogne sur les 2 rives du Rhin, tout un territoire que Lothaire s'attendait à gouverner lui-même. Louis envoya Lothaire gouverner l'Italie et cessa d'inclure le nom de son fils aîné dans les décrets officiels. Pendant ce temps, l'un des favoris de Judith, Bernard de Septimanie, fut nommé chambellan, la charge impériale la plus importante. Il semblait que Louis retirait la succession impériale à Lothaire et se préparait soit à nommer Charles comme héritier, ou à créer une sorte de division égale de l'Empire. De nombreux évêques et nobles francs, inquiets de ces évolutions, comprirent qu'elles pouvaient entraîner l'effondrement de l'Empire.
Face à cette incertitude, Pépin et Louis, les deuxième et troisième fils de Louis, menèrent leur propre révolte avec le soutien de nombreux conseillers de Charlemagne. Les frères s'emparèrent de leur père et de leur belle-mère, Judith, et chassèrent le chambellan Bernard en Espagne. Emprisonné par ses fils, l'empereur Louis fut contraint d'annuler sa division la plus récente du royaume et de rétablir les termes de 817. Cependant, après avoir été libéré, Louis convoqua une assemblée en octobre, appelant tous les hommes loyaux à se rallier à lui. Il libéra Judith et rétablit son gouvernement. En 831, il retira à Lothaire le titre de co-empereur et partagea son empire entre ses 4 fils. L'archevêque Agobard de Lyon écrivit une critique cinglante de ce retour à l'ancienne politique de division. Les événements ultérieurs allaient prouver la sagesse des paroles de l'archevêque. Pépin se rebella de nouveau peu après. Louis le vainquit, l'emprisonna et donna son héritage à Charles. En 833, Pépin s'échappa et s'allia à ses frères Lothaire et Louis le Jeune. Soutenus par l'archevêque Agobard, les frères rassemblèrent une armée et affrontèrent les forces de leur père le long du Rhin. Le pape Grégoire IV monta de Rome pour tenter de servir de médiateur entre le père et ses fils. Pendant 5 jours, l'empereur et le pape discutèrent de la question, mais le soutien de l'empereur s'effondrait. De plus en plus de membres de la noblesse se rallièrent au fils de Louis le Pieux. C'était l'aboutissement des politiques changeantes de Louis. Les grands francs ne faisaient plus confiance à l'empereur pour maintenir la stabilité de l'empire. En effet, les fils de Louis soutenaient qu'ils agissaient précisément pour assurer l'intégrité du royaume. Le soutien de Louis s'effondra, l'obligeant à se rendre à ses fils Lothaire. Pépin et Louis le Jeune déclarèrent. Leur père fut déposé, Judith et Charles lui furent enlevés. Le pape Grégoire IV retourna à Rome, profondément troublé. Les alliances changeaient encore. Pépin et le jeune Louis commencèrent à se méfier de leur frère aîné et retournèrent au camp de leur père, Louis. Le Pieux retrouva le pouvoir en 834, accompagné de Judith et de son fils cadet, Charles. Mais l'empire était loin d'être stable et les combats continuaient d'éclater entre les différentes factions de la famille impériale. Louis était impuissant à arrêter la destruction de son héritage. En 840, il mourut à 62 ans lors d'une nouvelle campagne contre ses fils déloyaux. Avec sa mort, toute apparence de l'ancien empire uni de Charlemagne disparut également. Après la disparition de leur père, les fils de Louis le Pieux allaient s'affronter. Regardez notre vidéo sur la reine Morphia et le roi Baudouin II, un couple de croisés ayant remporté de nombreuses batailles épiques en Terre Sainte pendant les croisades.